système RHDP et que cela pourrait expliquer ce mutisme du président Ouattara et également du gouvernement qui aurait pu, ne serait-ce qu'à travers un communiqué, s'exprimer. Non, il n'y a rien de tout ça. En réalité, la raison pour laquelle tout ce que vous voyez là est en train de se passer tient à la libération de Laurent Gbagbo. C'est la figure de Gbagbo qui provoque ça. Et lorsque, quand le soleil, vous ne pouvez pas le cacher, il brille. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez content ou pas, il brille. Le simple fait, vous vous souvenez que quand on a annoncé la libération de Gbagbo, le Conseil des ministres a été annulé. Le Conseil des ministres a été annulé, le Conseil des ministres qui devait tenir le président a été annulé. Alors, la vérité est que l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara et de son groupe, c'était une opération mafieuse. C'était de la mafia pure et simple. Vous avez un groupe de bandits qui ont tout simplement, ils se sont déversés dans un pays et ils n'ont pas choisi ce pays par hasard. C'était la belle-fille de l'Afrique de l'Ouest. La belle nana que tout le monde regardait. Eux, c'était des bandits et ils ont conquis la belle-fille. Donc, une grosse opération mafieuse arrive. Mais pour que ce genre de choses ait lieu, on le finance comment? Comment on finance une guérilla? Comment on finance une guerre qui dure 10 ans? Qui a 2 coups d'État? Comment on finance ça? De 2 choses l'une. Enfin, on le finance selon certaines sources. Soit vous braquez des banques, encore qu'ils l'ont fait, ils ont braqué des banques. Soit vous organisez des trafics, on l'a vu, on peut trafiquer des voitures, on peut faire machin, etc. On a trafiqué le cacao et le Burkina Faso est devenu exportateur de cacao. On ne récolte pas 1 gramme de cacao au Burkina Faso. Mais le Burkina Faso, pendant un moment, a été exportateur de cacao. On fait le trafic de diamants, le trafic de pétrole, etc., etc. Parce qu'à l'époque, l'une des choses que Gbagbo renégociait, c'est qu'il ne comprenait pas pourquoi la Côte d'Ivoire a 12% sur son pétrole et des étrangers ont 88%. C'était une bizarrerie pour lui. Donc, on va trafiquer là-dessus et on va organiser des détournements de fonds publics. On va, à un moment donné, se lancer dans le trafic d'armes. On va organiser la prostitution. Vous savez, comment il s'appelait, le John, le fameux John, qui était le complice d'ailleurs de Bakayoko, et qui a été arrêté. C'était l'un de ses business. Alors, et puis, la chose qui rapporte le plus d'argent, parce qu'évidemment, les marges sont certainement très, très importantes, c'est la drogue. De manière générale, la drogue, mais là, spécifiquement, la cocaïne. Nous savons déjà qu'il y a 3 grands ports dans la zone d'Afrique subsaharienne, ou 4, qui constituent des zones très sensibles et très prisées pour la vente de drogue. Vous avez le port de Douala qui peut être très facilement utilisé pour la zone de l'Afrique centrale. Vous avez le port de Lagos, vous avez le port d'Abidjan et vous avez le port de Dakar. Quand vous regardez la configuration sociologique, c'est-à-dire que quelles sont les populations qu'on retrouve dans ces 4 ports les plus importants, vous vous rendez compte que c'est les mêmes gens des mêmes origines qui se retrouvent dans ces 4 ports en grande majorité. Pourquoi? Ce n'est pas un hasard. Et vous vous rendez compte que c'est des villes dans lesquelles vous avez des sortes d'activités bizarres. Des lounges, des restaurants, des shopping, des prêt-à-porter, qui vendent toujours des choses très chères. C'est des boîtes de nuit partout, à chaque coin de rue, où vous trouvez les boissons coûtent une fortune. Qui consomme ça, vous ne savez pas. Vous n'avez aucune idée de qui consomme là-bas. Parce que je ne comprends pas. Dans des pays où on a des niveaux de revenus aussi bas, comment se fait-il qu'on vende du vin? Une petite bouteille de vin va coûter 50, 30, 50, 100 000 dans un restaurant. Comment on va vendre une bouteille de champagne 200, 300 000 en boîte de nuit? Comment est-ce qu'on va faire pour que vous avez des types qui tapent sur des boîtes métalliques, c'est discordant, mais ils deviennent des superstars? Comment vous expliquez ça? C'est de l'argent facile, c'est de l'argent qu'il faut recycler. Il faut recycler de l'argent. Lorsque vous importez une voiture que vous allez revendre à 100, 200 millions et personne ne sait d'ailleurs comment vous avez fixé le prix, ça veut dire qu'il y a une marge qui n'est que du recyclage. Donc, on recycle énormément d'argent dans cette zone. Évidemment, l'Amérique latine, au-delà du fait qu'on dise que c'est la route la plus courte vers l'Amérique latine, ce qui est vrai, il y a le fait que vous avez quand même des polices moins rigoureuses
en Europe ou ailleurs ici. Vous avez le fait que les moyens mis à la disposition des forces de police, des forces armées ne sont pas aussi importantes et dont la détection est plus compliquée. Mais je vais vous dire, vous ne pouvez pas faire passer des conteneurs de drogue ni dans un port, ni dans un aéroport, sans que les instances les plus élevées, je dis les plus élevées, c'est-à-dire que jusqu'à la présidence de la République ne soient au courant. Pourquoi? Le port est classé point sensible, l'aéroport est classé point sensible. Et ce sont des zones bourrées de services spéciaux. C'est des zones bourrées d'agents et de services spéciaux. Pourquoi? Mais parce que tout peut passer par là. Les États ont besoin de s'assurer que des armes de contrebande ne passent pas par là. Les États ont besoin de s'assurer d'avoir des recettes douanières. Les États ont besoin de s'assurer qu'il y a des terroristes ne passent pas par là. Les États sont dans 1001 organisations, 1001 organismes des Nations Unies, la lutte contre le trafic des femmes, contre le trafic des enfants, contre le trafic de drogue, la gestion des aéroports, la gestion des ports. Il y a tellement d'organismes qui sont concentrés dans ces zones-là. Et du coup, ce sont en réalité des zones extrêmement sensibles. En plus, vous constaterez que dans les 4 villes que je vous ai citées, vous trouverez beaucoup d'entreprises de transport par camion, par camion et par camionnette. Vous ne vous êtes jamais demandé comment de telles entreprises prospèrent, alors que très souvent, si vous regardez de très près, beaucoup parmi elles ne sont pas capables de justifier leur bilan. Ces entreprises transportent quoi? Elles transportent quoi? Et donc, en réalité, nous sommes dans une situation où, au final, qu'est-ce qui peut faciliter tout cela? Messieurs, ce sont les passe-droits diplomatiques. Ce sont les passe-droits utilisés pour la sécurité nationale. Donc, on va justifier le fait que certaines choses sortent du port et de l'aéroport ou entrent au port et entrent dans le port ou transitent par le port et l'aéroport par des questions de sécurité nationale, de privilèges diplomatiques. Comment vous expliquez tout cela? Eh bien, messieurs, il n'y a que ceux qui contrôlent justement tout cela, qui sont ceux qui sont capables de contrôler de tels trafics et d'être impliqués dans de tels trafics. Et ces trafics-là, naturellement, quand vous avez une guérilla, Monsieur Fondop, excusez-moi, j'ai discuté avec beaucoup de médecins. Eux, ils sont habitués, de chirurgiens, ils sont habitués pour vous et moi qui ne sommes pas médecins, oui, à découper, à couper pour nous soigner. Ils vous disent, s'ils n'avaient pas eu le nombre d'années de formation qu'ils ont eu, parce que pour être chirurgien, vous avez 7 ans de formation, plus au minimum, je crois, 5 ans de spécialisation, mais certains vont jusqu'à 6-7 ans de spécialisation en fonction des spécialités. S'ils n'avaient pas eu cette longue pratique-là, ayant été introduits dès la première année d'ailleurs à avoir des corps, ils n'oseraient pas. Donc, il est inadmissible de croire que les gens se lèvent un beau matin dans une guérilla, commencent à tuer les gens parce qu'ils ont tellement envie, qu'ils sont tellement fâchés contre un président de la République ou contre un système. Non. Tous ceux qui se sont lancés dans ces opérations, je suis désolé, sont tous, sans exclusive, l'histoire de l'humanité nous le montre, sont bourrés à la drogue. Comment leurs commanditaires font-ils pour avoir accès à cette drogue? Comment fait-on pour nourrir 10 000 soldats pendant 10 ans pour tenir une longue guerre, comme une longue guérilla comme celle-là? On les nourrit avec quoi? On sait au moins qu'on a trafiqué du cacao, des mines, des diamants, de l'or, etc. Mais qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent et qui est le plus facile? C'est la drogue. Donc, en réalité, au bout du compte, lorsqu'on nous dit aujourd'hui, on nous demande si Ahmed Bakr est le nouveau parent de la drogue, non, c'est un paravent. C'était, si vous voulez, c'était le directeur des opérations, sans doute. C'est-à-dire que quelles que soient les preuves qu'on apportera, c'était le directeur des opérations. Ce n'était pas le directeur, ce n'est pas lui le directeur général, ce n'est pas lui le conseil d'administration. Et le conseil d'administration de cette entreprise de la drogue en Côte d'Ivoire n'est pas en Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration de cette activité de trafic de drogue n'est pas en Côte d'Ivoire. Le directeur général est certainement là-bas, avec lui. Lui, il est le directeur des opérations. Mais le conseil d'administration est ailleurs. Il est peut-être administrateur. Le directeur général est peut-être administrateur aussi, mais ce n'est pas eux. Le président du conseil d'administration ou le vice-président, ils sont ailleurs. Aujourd'hui, au fond, pour chuter s'il vous plaît, quand vous regardez la concomitance d'un certain nombre d'événements, vous constatez qu'en fait,
il y aura élection présidentielle en Côte d'Ivoire dans quelques mois. Dans quel autre pays y a-t-il élection présidentielle cette année? Il y a la République Prévu. centrafricaine également. Je vous parle de ceux qui ont été, les pays qui ont été les soutiens, Les États-Unis également. les soutiens du gouvernement Ouattara. Il y en a dans quel pays? Les États-Unis également. Quel autre pays? Voilà. On a cité la République centrafricaine. Allez-y, s'il vous plaît, directement. Vous avez les États-Unis, vous avez la France. D'accord? C'est exactement le genre de choses qui font tomber les candidats. Parce que je vous ai dit, le conseil d'administration ne peut pas être en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'on va dire, et maintenant, parce que vous nous permettez là d'apporter la troisième interrogation dans le débat, Président Bandakani, est-ce qu'on va donc dire finalement que ces révélations sur Ahmed Bakayoko, finalement, ne pourraient être l'œuvre ni du RHD